Bonjour, notre intervention intitulée La pensée de Lévinas entre éthique et altérité. Une introduction. Emmanuel Lévinas est né à Kaunas, Lituanie, le 12 janvier 1905. La bibliothèque de ses parents lui permet d'initier très tôt à la grande littérature mondiale, en particulier à Shakespeare, Dostoevsky et Pushkin. En 1923, il se rend à Strasbourg pour étudier la philosophie. Là, il se lie d'amitié à Maurice Blanchot. L'année universitaire 1928-1929 passée à Freiburg en Brisgau jouera un rôle décisif dans toute son évolution ultérieure. Il assiste au dernier séminaire de Husserl tout en suivant l'enseignement d'Heidegger. Il fait partie de la délégation des étudiants français qui participaient au célèbre colloque de Davos, où s'affronteront Cassirer et Heidegger. Par sa thèse de doctorat, la théorie de l'intuition dans la philosophie de Husserl, soutenue en 1930, l'année où il est naturalisé français. Tout comme par sa traduction des méditations cartésiennes, Lévinas amorce la réception française de la philologie husserlienne, montrant la voie à Sartre et à Merleau-Ponty. Dès 1934, il propose de quelques réflexions sur la philosophie de l'éternalisme, une réflexion philosophique sur le sentiment primaire sous-jacent à la philosophie misérable du nazisme. L'idéologie nationale socialiste lui apparaît comme l'union perverse des aspirations communautaires et universalistes, la conquête de nouveaux espaces vitaux. Prônée par l'élitéralisme, constitue à ses yeux une menace mortelle pour l'humanité même de l'homme. La question cruciale est de savoir si la philosophie occidentale s'est suffisamment prémunir contre ces dangers de mal élémentaire qui la reconduirait à une simple persistance dans l'être. Toute sa vie durant, le philosophe toute sa vie, durant, le philosophe Emmanuel Levinas a poursuivi un seul et même combat, montré pour quelle raison l'éthique, qui trouve sa source dans l'expérience primordiale de la responsabilité pour autrui, doit être reconnu comme le vrai philosophe premier digne de ce nom. Disciple de Husserl et d'Heidegger, il est le pionnier de la philologie française. C'est la découverte précoce de l'horreur nazie qui l'amène à remettre en cause un certain nombre d'évidences sous-jacentes à la philosophie occidentale, davantage attirée par le même et la totalité que par l'autre et l'infini. De cette manière, une philologie centrée sur l'épiphanie du visage d'autrui vient s'allier au désir métaphysique de tout autre. Premièrement, première partie de notre intervention intitulée L'éthique comme philosophie première. Les années 1980 marquaient une dernière période de l'œuvre de Lévinas, jalonnée par plusieurs recueils d'articles importants dédiés qui vient à l'idée 1982. L'au-delà des versets 1982, entre nos 1991, s'y ajoutaient deux conférences qui ont une valeur presque testamentaire éthique comme philosophie première 1982, transcendance et intelligibilité 1984, ainsi que des entretiens radiophoniques qui constituent une excellente introduction à la pensée des philosophes éthiques infinis 1982. Une phrase de ces entretiens résume bien la tonalité fondamentale de cette période de maturité. Mais à vrai dire, l'apparition dans l'être de ces étrangetés éthiques, humanité de l'homme, est une rupture de l'être. Elle est signifiante, même si l'être se renoue, se reprend. Les étrangetés éthiques qui marquaient la singularité de la pensée de Lévinas dans le paysage de la philosophie contemporaine pouvaient apparaître aux tenants d'une éthique discursive comme une véritable utopie. C'est une utopie que Lévinas revendique explicitement. L'étrange, c'est l'étranger. Rien n'est plus étranger
que l'autre homme, c'est dans la clarité de l'utopie qu'on touche l'homme hors de tout enracinement et de toute domiciliation. Cette utopie de l'humain n'est pas seulement un bon rêve, elle va de pair avec la revendication que l'éthique de la responsabilité infinie pour l'autre mérite pleinement le titre aristotélicien de philosophie première. Elle nous conforte à la plus radicale des questions être ou ne pas être. Est-ce là la question? Est-ce la première et la dernière question? Si l'on se souvient que chez Aristote, les titres de philosophie première distinguaient tour à tour la théologie et l'ontologie, on comprend que l'éthique lévinassienne soit inséparable d'une théologie dans laquelle Dieu ne peut venir à l'idée qu'à travers l'expérience d'une responsabilité infinie, précédant toute initiative et tout choix. Le visage parle entre éthique et ontologique. Deuxième partie. La philosophie de Manuel Levinas est essentiellement éthique. Elle porte sur la relation du sujet à autrui. Autrement dit, Levinas essaie de renouveler la pensée de l'intersubjectivité de manière radicale. Pour Levinas, l'éthique est la philosophie première. Dans l'éthique infinie, l'une de ses œuvres majeures, Levinas définit la morale comme un absolu qui règle l'existence avec une rigueur implacable et désigne la relation à autrui, ce qu'il nomme la responsabilité pour autrui. Selon lui, la relation à autrui est asymétrique. La réciprocité des actions ne peut être attendue par le sujet et doit agir sans savoir ce que autrui fera, même si le sujet doit laisser sa vie. Ainsi, Levinas renverse la morale de l'autonomie développée par Kant, dont l'autonomie était le point névralgique. C'est l'hétéronomie du sujet qui rend la morale impérieuse. Pour penser l'éthique, faisons un bref retour sur l'ontologie de Levinas. Pour lui, l'homme fait face à Elia, c'est-à-dire à l'être impersonnel, sorte de nulle part entre l'être et le néant. Pour sortir de l'Elia, autrui doit être vu comme une relation désintéressée et le fait que l'homme existe pour autrui. Comment rencontre-t-on autrui? Le visage. L'expérience d'autrui prend la forme du visage. Qu'est-ce que le visage? Le visage chez Levinas ne doit pas être compris au sens propre. Le visage de l'homme excède toute description possible, couleur des yeux, forme du nez. Le visage décrit le visage comme une misère, une vulnérabilité, un dénuement, qui en soi sans adjonction de paroles explicites, suppliant le sujet, mais cette supplication est une exigence de réponse, une exigence de soutien et d'aide. Le visage s'impose à moi sans que je puisse cesser d'être responsable de sa misère. La conscience prend sa première place. Le visage, le vénitien, est une métaphore qui sert à décrire plusieurs phénomènes. Le regard est connaissance, perception. Or, le visage peut s'envisager sur un mode épistémologique car l'accès au visage est d'emblée éthique. Pour avoir une relation sociale avec autrui, il ne faut pas l'objectiver, le décrire. Le visage est d'une idée offerte, exposée sans défense. Le visage est ambivalent, il signifie à la fois invitation à tuer, mais aussi interdiction de tuer. Le visage est signification, mais signification sans contexte. Le visage est sens à lui seul. Le visage parle. Or, ce visage exige qu'on réponde de lui. L'appellation du visage est un commandement moral, un ordre. Le visage désigne une pauvreté pour laquelle je peux tout acquis, je dois tout. Conclusion, chez Levinas, le visage est l'expressif d'autrui qui me renvoie à ma responsabilité totale. Je dois répondre de tous les autres. La subjectivité est investie chez lui d'une responsabilité totale. Elle soutient le monde au point de faire d'elle l'otage d'autrui. En quelque sorte, Levinas a radicalisé l'approche de Kant en incarnant la loi morale dans la figure d'autrui. Par rapport à Sartre ou Hegel, Levinas a posé
l'antériorité de bien par rapport au mal dans la relation moi-autrui. Une citation de Dostoevsky peut-elle seule résumer la pensée de Lévinas? Nous sommes tous coupables de tout devant tout, et moi plus que les autres. Finalement, le thème principal des travaux de Lévinas après la Seconde Guerre mondiale est la place traditionnelle de l'ontologie en tant que philosophie première. La discipline philosophique la plus fondamentale selon Lévinas, l'ontologie, par sa nature même, tente de créer une totalité dans laquelle ce qui est différent et autre est nécessairement réduit à la mêmeté et à l'identité. Ce désir de totalité, selon Lévinas, est une manifestation fondamentalement de la raison instrumentale, c'est-à-dire à l'utilisation de la raison comme instrument pour déterminer le moyen le meilleur ou le plus efficace pour atteindre une fin donnée. Par son adhésion à la raison instrumentale, la philosophie occidentale affiche une volonté de domination destructrice et objectivante. De plus, parce que la raison instrumentale ne détermine pas les fins auxquelles elle est appliquée, elle peut être et a été utilisée dans la poursuite de buts destructeurs ou mauvais. En ce sens, elle est responsable de crises majeures de l'histoire européenne du XXe siècle, en particulier de l'avènement du totalitarisme. Dans cette perspective, la tentative d'Heidegger de développer une nouvelle ontologie fondamentale, celle qui répondrait à la question du sens de l'être, est erronée, car elle continue de refléter l'orientation dominante et destructrice caractéristique de la philosophie occidentale en général. Lévinas prétend que l'ontologie affiche également un biais vers la cognition et la raison théorique, l'utilisation de la raison dans la formation du jugement ou de croyance. À cet égard, l'ontologie est philosophiquement inférieure à l'éthique, un domaine que Lévinas interprète comme englobant toutes les relations pratiques des êtres humains entre eux. Lévinas soutient que la primauté de l'éthique, c'est l'ontologie, justifiée par le visage de l'autre, l'altérité de l'autre tel que signifié par le visage est quelque chose que l'on reconnaît avant d'utiliser la raison pour former des jugements ou des croyances à son sujet, dans la mesure où la dette morale que l'on a envers l'autre ne peut jamais être satisfaite. Lévinas prétend que l'autre est infiniment transcendant, infiniment étranger. Le rapport à lui est celui de l'infini. En revanche, parce que l'ontologie traite l'autre comme un objet de jugement porté par la raison théorique, elle le traite comme un être fini. Son rapport à l'autre est donc un rapport de totalité. Bien que certains érudits aient décrit le projet philosophique de Lévinas comme une tentative de traduire l'hébreu en grec, c'est-à-dire de reconfigurer la tradition éthique du monothéisme juif dans le langage de la philosophie première, il était relativement tardif dans les subtilités de la pensée juive. Lorsqu'à la quarantaine, Lévinas s'imprégna d'apprentissage juif, il sondait à la fois le sens de l'identité juive dans les gallo hébreux, orientation vers la raison théorique et la certitude absolue. À la fin des années de 1940, Lévinas a étudié le Talmud à Paris avec le personnage énigmatique M. Choucheni, un pseudonyme dont on sait très peu de choses. Les réflexions formelles de Lévinas sur la pensée juive sont apparues pour la première fois dans une collection d'essais en 1963 sous le titre difficile Liberté. Dans ces interprétations du Talmud, il semblait rechercher ce qu'il appelait une sagesse plus ancienne que la présence manifeste d'un sens, une sagesse sans laquelle le message enfoui au plus profond de l'énigme du texte ne peut être saisi. D'autres ouvrages philosophiques sont De l'existence à l'existence, 1947, Existence en découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger,
1949 et autrement qu'être au-delà de l'essence 1974. Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Notre intervention concernant la pensée de Lévinas, entre éthique et altérité. Voilà, merci bien de votre attention. Au revoir.